Bonjour, nous sommes le dimanche 16 mai 2021 et aujourd'hui ça s'appellera Qu'aurais-je accompli? Alors il faut entendre qu'aurais-je accompli sur le plan scientifique. Euh, je ferai peut-être un jour un truc qu'aurais-je accompli sur le plan politique, mais c'est prématuré. Qu'aurais-je accompli sur le plan scientifique? Pourquoi ça? Parce que demain je fais un exposé à l'Université catholique de Lille. Ça devait se faire au départ sur un thème assez restreint qui était un commentaire que je ferai sur les 3 premiers chapitres de Principes des systèmes intelligents, mais j'ai décidé d'étendre ça. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'étendre ça? La première raison, c'est que je ne sais pas pendant combien de temps encore je participerai aux travaux de l'Université catholique de Lille. Pourquoi? Parce que, avec la période que nous avons connue et que nous connaissons toujours, mon activité de psychanalyste a pris de plus en plus d'importance et en fait, il suffirait d'une personne en plus pour que ça devienne une activité à temps plein. Et donc, je ne sais pas si je ne vais pas devoir remettre en question ma participation aux travaux à Lille. Et par ailleurs, il y a un souvenir qui m'est venu, ça se passe vers 75 par là, donc ça nous fait 35 ans, et la scène se passe au Graduate Center de l'université de Cambridge. C'est l'endroit, c'est un restaurant universitaire où les thésards et les jeunes professeurs vont manger. Et c'est là que j'ai l'occasion de voir chaque jour Monsieur Stephen Hawking, que sa femme accompagne et qui vient manger là. Et je vais là en général avec des camarades, d'autres thésards, des gens que je connais, d'autres jeunes professeurs, et on est assis là. Et là, je suis assis avec une personne. On est là, en train de manger, et il y a un monsieur qui nous approche, qui nous aborde. C'est un vieux monsieur que nous connaissons de vue parce qu'il participe dans le fond au séminaire d'anthropologie sociale. Et il se présente là, il est debout, il dit est-ce que je peux me joindre à vous? Je sais que vous êtes des étudiants en anthropologie sociale, et on s'apprête déjà à lui dire oui. Il dit, je vous raconterai une histoire intéressante. Et alors à ce moment-là, il nous dit, je vous raconterai comment Gregory Bateson m'a volé ma femme, Margaret Mead, un jour en Nouvelle-Guinée. Et là, on lui dit, cher monsieur, asseyez-vous. Je ne sais pas si ces noms vous disent quelque chose, Gregory Bateson et Margaret Mead. En tout cas, pour les gens qui font des sciences humaines, ce sont des noms extrêmement connus. Gregory Bateson a commencé par être élève à Cambridge. Il était le fils d'un grand professeur, une des personnes qui ont introduit la notion même de génétique dans le monde. Et il s'est rendu absolument insupportable en disant que ce que faisaient les anthropologues, c'était un test projectif. Ils allaient là, et puis ils allaient quelque part, et puis ils écrivaient un livre. Et en fait, dit-il, ça ressemblait fort au test de Rorschach, c'est-à-dire, vous le savez, on montre des tâches qui n'ont aucune signification, et on demande aux gens d'y voir quelque chose, et les gens y voient toujours quelque chose. Ça lui a pas fait des amis dans la profession, il a rapidement disparu, mais heureusement, c'est un monsieur très intelligent, et il s'est rendu célèbre sur d'autres choses. Il a parlé du langage des marsouins, il a introduit la notion de double bind, de double contrainte, qui peut rendre les gens fous. Un certain nombre de choses qui ont fait de Gregory Bateson quelqu'un de célèbre. Et l'autre personne dont il est question, c'est Margaret Mead, qui est une anthropologue culturelle américaine, parmi les plus connues. Elle a joué un rôle dans la pensée politique, dans la pensée féministe également. Et la personne qui nous parle, dont l'épouse était Margaret Mead, et dont le rival qui l'emportera, et Gregory Bateson, c'est Rio Fortune. Rio Fortune, qui est un anthropologue néo-zélandais, si j'ai bon souvenir, et qui est connu pour un livre qui s'appelle People of Dobu. Je ne sais plus exactement où est Dobu, il faudrait que je regarde. Et donc, pourquoi ça m'a donné envie de faire une sorte de panorama de ce que j'aurais pu accomplir?
Parce que voilà, il y a des gens vieux comme ça qui circulent, en particulier, moi je circule à l'Université catholique de Lille et je suis certain que la plupart des gens n'ont pas la moindre idée de qui je suis, de ce que je fais. Et personne n'aurait l'idée de m'aborder en disant tiens, vous avez l'air vieux, donc vous n'avez pas des histoires intéressantes à raconter. Et oui, je le ferai, mais les gens ne peuvent pas deviner non plus. Bon, c'est pas, je ne parlerai pas de Margaret Mead et de Gregory Bateson, mais j'aurai des tas de gens intéressants aussi dont je pourrais parler. Voilà, et donc l'idée d'un petit panorama, d'un petit portrait de ce que j'ai pu accomplir. Et c'est un exercice intéressant de se poser un petit peu, je dirais, comme historien ou philosophe des sciences et de dire, de poser ce regard-là sur soi-même. Bon, c'est un exercice que j'ai jamais fait, mais l'occasion là se présente. Plus vous êtes vieux, plus l'occasion se présente. Éventuellement qu'on vous demande de le faire et ou que vous réfléchissiez à une sorte de bilan. La plupart des gens, malheureusement, quand ils font un bilan comme ça, ils évitent de le faire parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas suffisamment accompli, hein, précisément. Euh, Vous voyez peut-être mon air, le soupir de fatigue ou d'épuisement que je fais au moment où je réfléchis à ça. Je le vois moi dans l'image qui m'est reflétée. Je n'aurais probablement pas ce problème-là. Alors, qu'est-ce que j'aurais accompli? Et voilà, un regard, voilà, comme un regard vraiment en altitude. Parce que au moment même, tout ça n'est pas vécu comme ça, tout ça paraît comme des changements de trajectoire pour des raisons bizarres. On voit surtout les accidents, on voit surtout les personnes qui vous abordent un jour pour vous dire tiens, est-ce que vous viendrez travailler avec moi? Et ça paraît, quand on raconte ça, on dit ben, c'est tout à fait au hasard, ce type je ne connaissais pas, etc. Et puis évidemment non, quand on regarde, c'est pas par hasard, c'est parce que vous aviez dit quelque chose. Et si vous avez dit quelque chose, c'est parce que vous aviez lu pendant des années dans ce domaine-là, que ça attire l'attention de cette personne, etc. Alors, en jetant comme cela un regard en arrière, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je crois que j'ai déjà dit une fois sur cette forme de cette phrase-là, mais sans m'étendre du tout. En jetant un regard en arrière, je m'aperçois que j'aurais fait la chose suivante dans 4 domaines. Et ces 4 domaines, c'est la science économique, c'est l'anthropologie, c'est la philosophie des sciences, et en particulier la philosophie des mathématiques et l'intelligence artificielle. Je me suis trouvé dans un domaine, je me suis trouvé à me coltiner assez rapidement au problème le plus compliqué sans doute de ce domaine, et c'est pas, là aussi il n'y a pas de hasard, parfois on m'a fait venir précisément pour ça. Bon, et je me suis coltiné au problème le plus dur sans doute, et je suis arrivé à la solution que la question était en fait pourquoi est-ce que on n'avançait pas dans la solution de ce problème. C'était essentiellement parce qu'on le prenait par un mauvais bout, parce que le paradigme, comme on dit, dans lequel il était envisagé n'était pas le bon, c'est-à-dire que le cadre de référence tout entier n'était pas le bon, et que si l'on voulait avancer, il fallait changer entièrement le cadre. Et j'ai le sentiment d'avoir fait ça donc dans ces 4 domaines que je viens de mentionner, sciences économiques, sur des aspects tout à fait particuliers, bien entendu, mais sciences économiques, intelligence artificielle, fondement des mathématiques et anthropologie, d'avoir fait ça, d'avoir tout à coup dit si on veut encore avancer, il faut poser un regard tout à fait différent. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça à 4 endroits différents? Elle a raison, en fait, là aussi, si vous réfléchissez un petit peu, elle est très simple. Quand vous dites dans un domaine, vous êtes vous adressant à la communauté de vos collègues, en disant que vous êtes complètement dans une impasse, vous êtes complètement fourvoyé, il faut entièrement changer de regard, il faut regarder maintenant ça de telle et telle manière. Les chances que vous soyez entendu dans un délai raisonnable sont nulles. Bon, elles sont nulles si vous regardez les gens qui ont changé des grands paradigmes dans l'histoire, ça prend un temps fou. Le plus souvent, d'ailleurs, c'est pas de leur vivant que c'est reconnu. Ça vient après. Et donc, proposer un changement de paradigme dans un domaine et puis s'asseoir en attendant à côté du téléphone en attendant qu'il sonne, c'est pas une bonne idée. D'abord vous mourriez de faim et donc c'est pas conseillé. Donc
il est bon à ce moment-là, vous passez à autre chose. Alors, il n'était pas clair pour moi à aucun moment que j'allais avoir comment, ce pattern répétitif, cette configuration répétitive, de me retrouver confronté peut-être au problème le plus dur ou un des problèmes les plus durs et d'essayer de le résoudre. Et de ne pas le résoudre, en fait, pas le résoudre dans des termes où le problème est donné, mais de dire, si on veut le résoudre, il faut prendre le problème tout à fait autrement. Et voilà, je pourrais en parler pendant des heures, évidemment, parce que ça représente pas mal de boulot. Ce sont des problèmes complexes qui demandent à être exposés de manière systématique. Mais là, comme l'exposé que je ferai demain, c'est un exposé d'1 heure, je vais en fait rester dans le même cadre que cela, essayer de faire un rapide portrait. Alors, comme je l'ai dit, bon, la première chose, c'est la formation des prix. La formation des prix, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris un modèle très ancien, le modèle d'Aristote, qui avait été pratiquement perdu. Je vais expliquer pourquoi pratiquement perdu, et de le ressusciter, et une fois ressuscité, de lui donner des illustrations, et une fois que les illustrations étaient données, d'essayer de l'appliquer, d'étendre son domaine de compétences, d'expertise, et de le voir appliqué à d'autres choses. Alors très rapidement, voilà, dans cet ordre-là. Où est-ce que je trouve ce modèle d'Aristote? Pourquoi je tombe dessus? Parce que j'ai récolté des tas de données, voilà, des centaines, voire des milliers de données sur la pêche à l'île de Watt en y vivant un an et demi. Je me dis, je vais traiter ça de la manière classique, je vais regarder les quantités qui ont été vendues, les prix qui ont été obtenus, et je vais voir une illustration de la loi de l'offre et de la demande. Et ça ne marche pas du tout, il n'y a aucun rapport, c'est un nuage de points, il n'y a aucun rapport entre les quantités prises et les prix obtenus. Et donc il faut trouver une autre explication. Alors je regarde dans les autres modèles d'explication des prix, marxistes, ça ne marche pas non plus. Et donc je retombe par hasard, enfin c'est pas un hasard, parmi les grands penseurs de l'anthropologie économique se trouve Karl Polanyi, et il a écrit un article sur retour au modèle de la formation des prix d'Aristote. Alors c'est là que je trouve ça. Il se trompe dans son interprétation. D'abord, il ne le comprend pas tout à fait très bien. Et ensuite, il dit c'est un modèle normatif, c'est quelque chose qu'Aristote recommande, ce n'est pas une description par lui de la formation des prix. Et là, je me rends compte que non, la preuve que c'est une description de la formation des prix, c'est que là, ça marche sur mes données. Là, ça marche tout à fait sur mes données. En fait, c'est une extension, si on veut, du modèle de l'offre et de la demande, mais un cadre beaucoup plus large. C'est le rapport de force entre les parties, entre les vendeurs et les acheteurs, entre les emprunteurs et les prêteurs, parce que ça ne s'applique pas seulement au prix, ça s'applique également au taux. Et c'est un modèle beaucoup plus vaste parce que c'est en termes de rapport de force entre les deux, mais c'est fondé essentiellement sur le rapport de classe sociale existant dans une société. Ce rapport de force, ce n'est pas purement un truc individuel, c'est la manière dont une société est organisée. Et là, le modèle d'Aristote donne la solution. Un prix se constitue de manière à ce que l'ordre social se reconstitue identique à ce qu'il était après la transaction. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'a changé. Le pauvre est aussi pauvre qu'avant, le riche est aussi riche qu'avant. C'est un modèle, je dirais, plus optimiste que celui qu'on trouve dans la Bible, dans les évangiles, dans la parabole des talents, puisque là, il est dit par le Christ, vous le savez sans doute, à celui qui a, on lui donnera davantage jusqu'à ce il sera même dans l'abondance, et à celui qui n'a rien, on lui enlèvera même ce qu'il a. Donc, c'est une vision, la vision d'Aristote est une vision modérée, fondée sur un ordre stable. Celle de Jésus-Christ, c'est la concentration de la richesse qu'on constate dans nos sociétés et qui conduit évidemment à une société en altère avec des super riches d'un côté et des super pauvres de l'autre, un truc qui ne peut pas marcher très longtemps. Donc voilà. Je ressuscite ce modèle, je m'aperçois qu'il y a quelques erreurs dans la traduction, je suis obligé d'aller
convaincre des spécialistes de la question. Bon, je ne peux pas entrer dans les détails qu'il y a des erreurs de traduction. Je me fais d'abord voilà, des erreurs de traduction chez Aristote. Et puis on dit, ben, si, monsieur, excusez-moi, je n'étais pas très poli l'autre jour, mais en regardant de près, etc. Il faut reconstituer aussi un diagramme qui a disparu, qui avait été réintroduit, je ne sais plus par qui, à part un philosophe au IIIe siècle après Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Donc, un demi-millénaire quand même après Aristote. Puis ça s'est perdu de nouveau et il a fallu que, voilà, que je réintroduise le diagramme pour qu'on puisse vraiment comprendre ça. J'en ai parlé en anglais, j'en ai parlé en français. J'ai fait 3 livres à partir de ça. L'argent, mode d'emploi, publié en 2009 chez Fayard. En 2010, Le Prix, qui est en fait voilà, le rassemblement de tous les articles que j'avais écrits avant de faire un livre. Ça a paru à l'origine aux éditions du Croquant et maintenant c'est publié chez Flammarion. Et finalement, voilà une illustration sur un cas particulier, la pensée de Keynes. Ma réflexion sur la formation des prix, ça s'appelle Penser tout haut l'économie avec Keynes. Ça a paru en 2015 chez Odile Jacob. Et alors, je termine par l'extension. J'ai pu montrer que non seulement que je pouvais expliquer la formation des prix en Bretagne en 1974-75, pardon, 73-74, que ça pouvait expliquer la formation des prix sur les plages africaines en 84, 85, 86, 87. Et ensuite, j'ai pu montrer que quand je suis entré dans la finance en 1990 jusqu'en 2009, j'ai pu montrer que ça marchait. Le modèle Aristote marche très très bien aussi pour expliquer la formation des prix en finance. Voilà, ça c'est le premier truc, une proposition de changer les choses. C'est reconnu ici et là que, voilà, que c'est important ce que j'ai fait là. Il y a un livre de Philippe Herlin justement sur la question des prix, et il y a tout un chapitre, voilà, sur la manière dont, à son avis, j'ai changé la donne de l'interprétation. Mais enfin, bon, c'est pas encore, on n'est pas encore au niveau de convaincre un grand nombre de gens. Quand on m'a demandé de parler de finance, on m'a demandé de parler d'autres choses. Quand on me fait parler maintenant dans les universités, on me fait parler d'autres choses. Ça n'a pas encore véritablement retenu l'attention, mais il y a là le germe, à mon avis, pour reconstituer une toute autre science économique qui n'est pas, c'est pas Keynes, c'est pas Marx, c'est rien de, voilà, c'est encore un rapport avec tout ce qu'on appelle l'économie hétérodoxe en ce moment. C'est encore tout à fait autre chose. Alors, deuxième domaine, là c'est le domaine où j'étais, voilà, vraiment spécialiste, c'est l'anthropologie. Là, je suis tombé sur voilà, sur une question qui a été la question fondamentale, je dirais, de l'anthropologie de à peu près 1870 à 1920, voilà, un demi-siècle. Il y a des tas de spécialistes qui sont venus en dehors de l'anthropologie pour s'intéresser à ça. Durkheim et son neveu Mauss, Wundt, un géographe allemand, Fraser, un folkloriste britannique, Sigmund Freud, qui a consacré un livre, Totem et Tabou. Voilà, les gens sont venus de partout. Lévi-Bruhl, bien entendu, qui a joué un rôle décisif là-dedans, des philosophes. Et finalement, la question a été vraiment déblayée, ça a été essentiellement par des gens qui n'étaient pas des anthropologues, et en particulier par Durkheim et Mauss, qui dans un fameux article, enfin il n'est pas aussi fameux qu'il devrait l'être, de 1901 à 1902, qui s'appelle Sur quelques formes primitives de classification, ont attiré l'attention sur le fait qu'il y a des ressemblances extraordinaires, disent-ils, entre ce qu'on appelle la pensée primitive ou le totémisme et la pensée classique chinoise. Voilà. Et donc, là, le changement de paradigme, ça consiste à marcher dans les pas de Durkheim et Mauss et de dire oui, il y a deux manières de saisir le monde. Il y a la manière occidentale, qui est fondée sur la pensée, une pensée de type asymétrique, fondée sur l'inclusion, fondée sur la causalité. C'est une manière d'appréhender le monde.
Et si j'ai découvert ça, c'est en essayant de... Voilà, j'étais coincé dans ces histoires de mentalité primitive et j'ai voulu utiliser le langage prologue, un langage d'informatique, en disant, voilà, si je veux... Comment faire pour produire des réflexions de type pensée primitive en prologue? Et je me suis aperçu que ça n'était pas possible. C'était pas possible. Pourquoi? Parce que l'inclusion, la transitivité, un certain nombre de choses sont inscrites véritablement à l'intérieur de notre pensée occidentale et dans les langages de programmation. Donc il n'est pas possible, il fallait modifier les règles du prologue si on voulait introduire ça. Voilà, donc deux types de pensée absolument distincts, orthogonaux comme on dit, et l'un que l'Occident a découvert sous la forme de cette mentalité primitive n'y a pas compris grand-chose. Un grand anthropologue, l'un de mes professeurs, Lévi-Strauss, a essentiellement dit que le problème ne se posait pas dans deux livres, La pensée sauvage et le totémisme aujourd'hui, mais c'est un problème absolument central. Mais pour ça, il fallait comprendre véritablement la différence entre deux types de pensée. La pensée chinoise, j'en ai parlé récemment dans une vidéo, elle ne procède pas du tout par l'inclusion, la causalité, elle procède par l'addition de contextes. On vous met quelque chose, un caractère, et dans ce caractère, il y a déjà du contexte, parce que souvent, il y a déjà plusieurs anciens caractères qui ont été agglomérés, donc il y a déjà du contexte là, puis il y a des moyens qu'on utilise pour créer du contexte supplémentaire, une petite particule liée, mais aussi parfois simplement la pause, le silence, qui vous permet d'étendre le contexte. C'est deux manières de faire absolument différentes. D'autant que chez nous, la pensée est fondée sur la ressemblance physique des objets, alors que dans la pensée de type chinoise classique, les liens sont ce que nous appelons, nous, des affinités secrètes, parce qu'on ne comprend pas ce que c'est, et c'est justement des regroupements fondés sur l'émotion, comme le fait la pensée totémique. Donc voilà, où est-ce que j'ai parlé de ça? J'en ai parlé dans le livre qui s'appelle Comment la vérité et la réalité furent inventées, qui est apparu chez Gallimard en 2009, et j'en parle dans des choses que j'écris en ce moment et qui font partie de ce livre en préparation, pour lequel le titre provisoire est simplement Anthropologie. Parfois, pour m'amuser, j'ajoute un sous-titre, Bilan du bicentenaire, voilà, pour évoquer un livre ancien sur la Révolution française. Donc ça, c'est un deuxième domaine. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent là-dedans? Là, non plus, il n'y a pas d'école fondée. À une époque, c'était il y a quelques années, les écoles préparatoires en France s'étaient données comme thème la vérité, et on m'a invité à plusieurs reprises dans ce cadre-là, mais là aussi ça provoqué une curiosité, mais on n'a pas avancé de ce côté-là. Ça avance pour le moment dans le fait que cette mathématicienne chinoise avec laquelle je travaille, Yuli, traduit des morceaux entiers de ce livre pour que les Chinois savent ce que je te dis à ce sujet-là. Elle est très enthousiaste, elle propose même elle est en train de travailler sur une refonte entière de l'enseignement de la logique au niveau universitaire à partir de mon livre. Troisième domaine, c'est quoi? C'est que font véritablement les mathématiciens? Bon, ça c'est au moment où j'ai commencé à penser à la constitution de la réalité, la constitution de la notion de vérité dans notre culture, c'est quelque chose qui se passe avec Socrate, Platon, Aristote. La notion de réalité objective, là c'est quelque chose qui se passe avec Copernic, Tycho Brahe, Kepler, Galilée, avec les nouveaux astronomes. Et là sur cette notion, tout ça est lié fort à la conception de qu'est-ce que c'est qu'un modèle mathématique, quel rapport ça a avec la réalité qu'on essaye de décrire. Et là c'est la deuxième partie du livre Comment la vérité et la réalité furent inventées. Là, je m'intéresse à ça justement.
qu'est-ce que c'est que ce rapport entre les mathématiques et le monde réel tel qu'il est décrit. Il y a un certain Wigner qui nous dit qu'il y a une coïncidence extraordinaire entre les mathématiques et le monde, laissant suggérer que, ça certains mathématiciens le pensent, que le monde est véritablement constitué de nombres et de figures géométriques, etc. C'était le cas du mage Pythagore, et qu'on sait ça. Pythagore a eu un élève extrêmement connu qui s'appelle Platon, et donc les idées pythagoriciennes, platoniciennes sont renées, si vous voulez, à la Renaissance avec les personnes dont je vous ai parlé. Et là, à mon sens, il y a une illusion, il y a une erreur, et une erreur que aurait pu dénoncer Aristote s'il avait été parmi nous. Alors là, ce que j'ai fait essentiellement, c'est de me faire le porte-parole d'Aristote et de montrer les naïvetés, les erreurs qui sont intervenues dans la manière dont procèdent les mathématiciens. Et j'ai utilisé essentiellement comme outil pour ça l'évaluation qu'a faite Aristote dans ce qu'on appelle l'Organon, qui est un ensemble de recueils de textes sur la linguistique en fait et la logique et d'autres considérations qu'on appellerait la rhétorique ou la sémantique, et où il a fait une échelle des modes de preuve en termes de valeur des arguments qui sont utilisés. Et là, ce que j'ai fait, je l'ai utilisé cette échelle d'Aristote sur un cas particulier, un cas très compliqué, voilà, une démonstration extrêmement complexe, celle par Gödel de son deuxième théorème d'incertitude, celui sur l'incomplétude, celui sur l'incomplétude de l'arithmétique. C'est une démonstration extrêmement compliquée. Jean Ladrière, qui a fait une analyse de ce que les gens ont dit à propos de ce qu'a fait Gödel, a montré que parmi les gens qui l'ont applaudi et les gens qui l'ont raboué, il y a la même quantité de gens qui n'ont absolument rien compris en réalité à sa démonstration. C'est très complexe. Moi, j'ai pu utiliser le livre précisément de Ladrière qui fait une très bonne décomposition. Il y a un autre petit livre de Braithwaite que j'avais pu côtoyer au séminaire d'histoire et de philosophie des sciences à Cambridge. Et il y a un certain nombre de gens qui sont intéressés à ça, et le travail était un petit peu déblayé. Il était déblayé aussi par deux de mes professeurs, Perelman en logique à Bruxelles et Guilbault en mathématiques à Paris, qui eux tous les deux avaient été des grands critiques de cette démonstration de Gödel. Donc j'ai pu reprendre un peu à partir de là, et le philosophe Wittgenstein aussi faisait partie des sceptiques qui considéraient que si Gödel avait fait quelque chose, c'était certainement pas ce qu'il imaginait avoir fait. Et donc là, qu'est-ce que je fais essentiellement sur cette démonstration du théorème de Gödel? Je montre qu'il y a une astuce qui, je dirais, s'apparente à la supercherie, c'est qu'il crée un paradoxe et il considère que l'apparition de ce paradoxe constitue une sorte de preuve et que cette preuve, il va pouvoir l'utiliser dans une démonstration, une preuve par l'absurde. Alors qu'en réalité, ce qu'il aurait dû faire, c'est qu'à l'apparition de ce paradoxe, il aurait dû se rendre compte qu'il était en train de développer un argument fallacieux et il aurait dû faire machine arrière, enlever l'argument fallacieux et essayer de reprendre sa démonstration. Or, il ne l'a pas fait. Il est fêté. On est reparti à partir de ça. Des gens comme Church, Klein, Turing. Il y a dans un fameux théorème de Cook utilisé à propos de la conjoncture P en face de non P, on écrit souvent P vs non P. Il y a là aussi des choses du même ordre que ce que ça a fait Gödel. Donc une réflexion sur que font exactement les mathématiciens, pour montrer qu'ils ont perdu la maîtrise du rapport. Très souvent, ils ont perdu la maîtrise du rapport entre les modèles qu'ils font et la réalité qu'ils essayent de décrire. Il y a une conception souvent naïve de ce qu'ils font. Ils se croient
ils se croient des découvreurs alors qu'ils sont des inventeurs. Et là, bon, c'est ce que disait déjà Aristote. Les mathématiciens sont des inventeurs et pas des découvreurs de continents inconnus. Et là aussi, donc, ce que je fais, c'est reprendre Aristote sur un aspect particulier, son évaluation, son échelle de la valeur des preuves, et d'utiliser ça pour analyser l'activité actuelle des mathématiciens. Là, j'ai la chance, oui, là, j'ai la chance, donc Yuli, mathématicienne chinoise, m'a abordé à propos de ça, et que depuis le mois de janvier, on y travaille tous les samedis, on essaie de faire avancer ça, et elle est enthousiaste, nous pouvons mettre en, en commun son expérience de mathématicienne et la mienne, je dirais, de philosophe des mathématiques, philosophe des fondements des mathématiques. Et enfin, dernier chapitre, ce que j'ai pu apporter, je dirais, à l'intelligence artificielle. Et là, ça s'est fait, voilà, de cette manière qu'on pourrait appeler accidentelle. Je me trouve à un colloque d'intelligence artificielle, mais comme un spectateur, je ne suis absolument pas un spécialiste de ce domaine. Je suis juste un anthropologue qui fait des mathématiques, voilà, des modèles mathématiques pour expliquer différentes choses dans le domaine de la parenté, les structures algébriques, des choses comme ça. Et cette personne m'aborde dans un couloir et me dit, écoutez, je crée une équipe d'intelligence artificielle à Ipswich pour British Telecom. J'aimerais bien que vous nous rejoigniez. Et je dis, mais c'est pas du tout mon domaine. Et puis il dit, mais vous savez, c'est un domaine tout neuf, il n'y a personne qui a un diplôme en intelligence artificielle. Ce sont tous des gens comme vous. Et voilà. Et donc, voilà comment je deviens un spécialiste de l'intelligence artificielle. Je fais un projet, je fais un véritable projet, un logiciel. Je le fais tout seul parce que bon, il y a personne qui comprend vraiment ce que j'essaie de faire. Qui s'appelle ANELA, Associative Network with Emergent Logical and Learning Abilities, réseau associatif avec propriétés émergentes de logique et d'apprentissage. Voilà. Et je fais en parallèle, à cette époque-là, je fais un livre qui explique ce que j'essaye de faire. Et là, la nouveauté, je dirais la différence avec ce que font les autres, c'est que je considère qu'est centrale à la pensée humaine, si on veut la reproduire, c'est la dynamique d'affect. Et là, ça me tombe pas du ciel non plus. C'est la pensée de Freud. Voilà, c'est la psychanalyse. C'est ça qui est dit chez Freud. Ce qui nous fait penser, c'est l'affect qu'il y a derrière. Et l'affect qu'il y a derrière, c'est surtout deux choses. C'est notre souci de survivre, voilà, de minute en minute et du jour au lendemain. Et cette urge, ce drive, cette pression qui nous fait dérailler à tout moment de ce que nous essayons de faire, la libido, le désir de faire l'amour, et qui nous conduit à faire des choses splendides, hein, c'est pas ça, mais qui nous fait dérailler à tout moment de ce que la pensée consciente essaierait de nous faire faire. Et là, je propose quelque chose qu'en fait, qui n'a jamais été utilisé. Mais le livre, et je crois, bon, je l'ai relu récemment parce que j'allais le commenter. Le livre se tient toujours. Il y a toujours là un projet véritable d'intelligence artificielle sur une base assez différente de ce qu'on fait, de ce que tout le monde fait depuis cette époque-là. Ça a apparu donc en 1989, ça fait un moment, 32 ans. Et c'est un projet toujours à faire. Le danger de ce projet, c'est que ça pourrait faire des êtres humains, ça pourrait faire des robots qui seraient de véritables êtres humains. On me dira oui, mais voilà, on ne pourra jamais faire une vraie dynamique d'affect, on ne pourra que la simuler. Et quand vous réfléchissez un peu à l'usage de ce mot simuler, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on le fait dans une machine, on dit que c'est simulé. On peut dire que quelqu'un simule, qui fait semblant de, mais dans une machine, il n'y a pas de différence entre ce qu'elle fait et ce qu'elle simule au sens d'un être humain. Une machine qui simulerait une véritable mémoire, une machine qui simulerait une véritable conscience, elle aurait une mémoire, elle serait consciente. Voilà, qu'aurais-je accompli, qu'aurais-je réussi à faire? Un petit résumé, je crois, voilà, en prenant un peu d'altitude, en me regardant moi-même comme si j'étais un chercheur extérieur. Voilà un portrait que j'ai pu dresser. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. À bientôt.